Vous êtes sur TV5 Monde, nouveau tour de l'actualité. Merci de nous rejoindre à la une. Le centre du Caire, toujours occupé par des milliers de manifestants, des pro-Morsi qui défient l'armée. L'armée, elle, reste prête à intervenir. Les islamistes réclament le retour de l'ancien président détenu dans un lieu secret. Ibeka Cissé, un face-à-face très attendu. C'est le 11 août prochain que les Maliens devront à nouveau se rendre aux urnes pour les départager. 8 jours pour convaincre et faire taire les soupçons de fraude. Et puis faire ressusciter les partitions souvent oubliées via le festival musicienne à Ouessant. C'est le défi de Lydia Jardon, une pianiste hors norme. Son portrait dans un instant. L'Égypte toujours dans l'impasse avec une nouvelle nuit de mobilisation pour les pro-Morsi. Après une journée de défiance envers militaires et policiers. Ils refusent non seulement de quitter les deux places occupées depuis un mois, mais appellent aussi à marcher sur les QG des forces de l'ordre. Cécile Adobati. Ils sont toujours plus déterminés. Même après les menaces depuis 2 jours d'une intervention imminente de la police, les partisans de Mohamed Morsi continuent de défier les militaires et de mobiliser les manifestants. Ce vendredi soir, ils sont des milliers réunis sur la place Rabat à la Dawiya au Caire, l'un des 2 sites qu'ils refusent de quitter depuis un mois. Nous n'avons pas peur, nous sommes décidés, nous avons la foi et nous croyons en Dieu. Mohamed Morsi reviendra. Nous sommes conscients que c'est un complot contre l'islam et l'Égypte. Plus tôt dans la journée, la police les a dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les partisans du président déchu avaient bloqué cette rue, endroit stratégique. C'est ici que se trouve le siège des médias égyptiens. Le bâtiment a été pris pour cible. Les pro-Morsi accusent ces journalistes de complaisance envers le pouvoir de transition. Dans l'autre camp, chez les anti-Morsi, ce genre de rassemblement ne fait qu'envenimer les choses. Un sit-in pacifique ne bloque pas une route. Il ne terrorise pas les gens. Il ne tue et n'attaque personne. Donc n'essayez pas de me faire croire que ce sont des sit-in pacifiques. Ils devraient s'appeler les frères criminels et pas les frères musulmans. Je veux qu'ils utilisent tous les moyens pour mettre un terme à ces sit-in. Les pro-Morsi ont appelé à marcher sur des QG de l'armée et de la police. La communauté internationale redoute un bain de sang. Plus de 250 personnes ont été tuées en un mois. Et puis nous l'avons appris il y a quelques instants, le chef d'Al-Qaïda accuse les États-Unis d'avoir organisé la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi. Il y aura bien finalement un second tour au Mali. Rendez-vous le 11 août prochain pour départager Ibrahim Boubacar Keïta, 39% des voix de son adversaire Soumaïla Cissé, 19%, qui dénonce des fraudes. Il exige des mesures concrètes. Gervais Nietzsche. Déploiement des casques bleus autour du ministère de l'administration territoriale dès les premières heures de la matinée à Bamako. Le dispositif vise à sécuriser la cérémonie de proclamation des résultats provisoires complets de l'élection présidentielle du 28 juillet. D'après ces résultats, 2 candidats se qualifient pour le second tour, prévu pour le 11 août. Le candidat Soumaïla Cissé, nombre de voix, 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Dans les rues de Bamako, c'est dans le calme que la population accueille ces résultats provisoires. Des résultats qui seront transmis à la Cour constitutionnelle. Dramane Dembélé, arrivé en 3e position avec 9,5% des voix, a d'ores et déjà promis d'introduire un recours. Nous, on va introduire nos requêtes et vers la fin, certainement il y aura un candidat proclamé. Et nous, moi en tant que républicain, j'accepterai ces résultats-là, si c'est confirmé par la Cour constitutionnelle. Membre de l'Internationale socialiste, l'ADEMA PASJ devrait, sauf coup de théâtre, appeler à voter le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, socialiste. Mais Ibeka doit encore convaincre d'autres petits candidats. En tout cas, dans les camps des 2 finalistes, les tractations ont bel et bien commencé. Il reste donc 8 jours aux 2 candidats pour mener leur campagne du second tour de la présidentielle. Un face-à-face entre un classique de la vie politique, Ibeka, et l'homme des chiffres, l'économiste Soumaïla Cissé. Portrait croisé signé Sandrine Gomez.
Entre les deux hommes, l'histoire se répète. En 2002 déjà, ils étaient candidats à l'élection présidentielle, mais aucun des deux ne l'a emporté. Au second tour, Soumaïla Cissé s'était alors incliné face à Amadou Toumani Touré. Cette fois, c'est Ibrahim Boubacar Keïta, alias Ibeka, le grand favori. Toujours dans sa traditionnelle tunique blanche, l'homme se présente pour la troisième fois. Une stature d'homme d'État, car il peut se prévaloir d'un passé de président de l'Assemblée nationale, mais aussi de Premier ministre pendant 6 ans. Connu et respecté, le candidat du Rassemblement pour le Mali prône la rupture avec l'ancien pouvoir et la fermeté sur la question touareg. Pas question d'Azawad, lui veut le retour d'un Mali fort et indivisible. Et qu'au soir de ce scrutin, seul le Mali soit gagnant. Le Mali fier, debout, digne. Le Mali qui retrouve sa trame historique. Le Mali qui renoue avec son passé le plus glorieux et le plus beau. À l'homme de lettres s'oppose l'homme des chiffres. Son rival Soumaïla Cissé est un ancien ministre des Finances. Son passé de président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine lui vaut une image de technocrate. Son atout dans cette campagne, son parti, l'URD, une redoutable machine électorale avec des centaines d'élus locaux et à l'Assemblée. Natif de Tombouctou, le candidat Cissé a mis la jeunesse au centre de ses discours. Il promet 500 000 emplois en 5 ans. Jeunes du Mali, nous gagnerons ensemble parce que nous le voulons au plus profond de nous-mêmes et parce que nous le devons à tout notre peuple. Pour les Maliens, entre les deux hommes, une prise de position pourrait bien être déterminante. Au lendemain du putsch en 2012, Soumaïla Cissé a fermement critiqué les militaires. Ibeka, lui, est resté silencieux. Une proximité supposée avec les putschistes, jugés responsables de l'effondrement national qui pourrait lui coûter cher. En revanche, au Zimbabwe, pas de résultat définitif, mais Robert Mugabe crie déjà victoire. D'après les premiers chiffres, il aurait remporté la présidentielle dès le premier tour, avec plus de 70% des voix. Un scrutin toujours considéré par son rival Morgan Tsvangirai comme une véritable farce. Quant aux observateurs de l'Union africaine et de la SADC, ils préfèrent tout simplement minimiser les irrégularités plutôt que de voir sombrer le pays dans le cycle de la violence. Et puis à Gaza, des milliers de Palestiniens ont manifesté à l'occasion de la journée d'Al-Quds, cet événement annuel destiné à protester contre le contrôle israélien sur Jérusalem et aussi à exprimer la solidarité envers le peuple palestinien. Mais au moment où l'éventuel accord de paix israélo-palestinien est en préparation, le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, voit ces négociations sous un tout autre regard. Par la volonté de Dieu, nous resterons loyaux envers notre pays, envers notre Jérusalem et envers notre nation. Nous ne ferons pas de compromis. Nous ne laisserons pas tomber. Nous ne négocierons pas sur les droits fondamentaux de notre nation. Ce sit-in à présent de militaires qui a mal tourné à Sanaa au Yémen. Ils réclamaient des compensations financières en avançant vers le palais présidentiel. Des heurts ont donc éclaté entre des membres de la garde présidentielle et des centaines de soldats. Bilan 2 morts et 6 blessés. Sans surprise, en Italie, la condamnation de Silvio Berlusconi fait des remous dans la classe politique. En guise de soutien, les parlementaires de son parti ont démissionné. Le Cavaliere lui exige une réforme de la justice. Il envisage même de provoquer des élections législatives anticipées. David Gilbert. En fin d'après-midi, Silvio Berlusconi apparaît hors de sa résidence romaine pour tenter de reprendre la main dans son combat contre la justice de son pays. Encore président du Conseil italien il y a 1 an et demi, il devrait bientôt passer 1 an en résidence surveillée. Aménagement en raison de son âge, de sa condamnation jeudi à 1 an de prison ferme et 3 ans de sursis pour fraude fiscale dans le procès Mediaset. Cette peine confirmée par la Cour de cassation révolte les supporters du Cavaliere. À mon avis, ce n'est pas une manière pour un pays civilisé de traiter les personnes qui ont fait beaucoup pour le pays. Il a peut-être fait des erreurs, mais je pense que la persécution judiciaire contre lui a été trop violente. Donc pour moi, c'est un verdict injuste et je crois qu'il reviendra encore plus fort qu'avant. Quelques heures après le verdict, Silvio Berlusconi avait lui-même répliqué en accusant les magistrats d'acharnement à son égard, comme il l'a toujours fait lors de ses nombreux démêlés judiciaires.
Mais cette fois, celui qui a gouverné 3 fois l'Italie depuis 20 ans semble vraiment au bout de son parcours politique. Son inéligibilité sera débattue devant une cour d'appel et devra ensuite être votée au Sénat, où il siège toujours. Un vote qui pourrait donc menacer l'équilibre du gouvernement d'Enrico Letta, dont le Parti démocrate s'est allié avec le Parti de la liberté de Berlusconi. L'actuel Premier ministre a tenté de calmer le jeu. Le pays, l'Italie, est la priorité. Tous les autres intérêts viennent après et ne peuvent qu'être subordonnés à cet intérêt supérieur à tous les autres. Mais alors que Silvio Berlusconi peut profiter de son siège au Sénat jusqu'en 2018, il semble aujourd'hui faire le choix de l'instabilité. Réunis autour de lui dans la soirée, les parlementaires de son parti ont donné leur démission pour protester contre sa condamnation. Le Cavaliere, lui, aurait annoncé qu'il était prêt à aller aux élections. En Bulgarie, 50e jour consécutif de manifestation à Sofia pour réclamer la démission du gouvernement, 3 mois seulement après les dernières élections. Réclamation aussi pour davantage de morale et de transparence dans la politique, considérée comme corrompue et proche de la mafia. Mais pour l'heure, le Premier ministre Plamen Orecharski refuse de céder. La déception de Washington d'un côté, la fierté d'un père de l'autre. L'asile temporaire d'Edward Snowden accordé par Moscou aura en tout cas suscité de nombreuses réactions, voire peut-être même fragilisé les relations diplomatiques russo-américaines. Mais pour le père de Snowden, sans aucun doute, son fils reste un héros. Amélie Delette. La Russie aura mis 5 semaines à prendre la décision. Sortie discrète, hier après-midi, du fugitif le plus recherché de la planète, Edward Snowden. Avec cette permission temporaire, Snowden aura la possibilité de résider pendant 1 an dans n'importe quelle ville de la Fédération de Russie, de Vladivostok à Kaliningrad. Accusé d'espionnage, celui qui révéla au grand jour l'obsession de la première puissance à fliquer la planète entière n'aura finalement pas été livré à la justice américaine. À Washington, son père est soulagé. Je suis reconnaissant envers le peuple russe, son président Vladimir Poutine et à l'avocat d'Edward d'avoir eu le courage, la force et l'humanité de protéger mon fils, une action noble à mes yeux. Mais en accordant l'asile à Edward Snowden, la Russie choisit la confrontation avec Washington. La réaction ne s'est pas fait attendre. Nous sommes extrêmement déçus que le gouvernement russe ait pris cette mesure en dépit de nos demandes claires et légitimes exprimées tant publiquement qu'en privé. Ce soir, Edward Snowden se trouve quelque part en lieu sûr, selon les propos de son avocat. Pour son père, c'est la fin d'un premier chapitre. Je crois que le travail de mon fils est terminé. Il a fait un énorme sacrifice en expliquant aux Américains ce qui avait été fait à leur encontre et en leur nom. Mission terminée, peut-être. L'informaticien est désormais un pion sur l'échiquier de Vladimir Poutine et qui risque de jouer les troubles fêtes entre les 2 anciens ennemis de la guerre froide. Vent fort et grosse chaleur, un cocktail fatal en Grèce, ravagé par des feux de forêt à 50 km à l'est d'Athènes. À Marco Poulo, l'incendie n'a pas épargné maquis et pins et menace désormais quelques habitations. Incendie par ailleurs très fréquent pendant l'été en Grèce, cause principale de la déforestation du pays. L'Uruguay, premier pays au monde à légaliser la production de cannabis. Le texte de loi qui a été voté par les députés doit désormais être validé par le Sénat. Une manière avant-gardiste pour le gouvernement de lutter contre le trafic de drogue, un marché qui génère chaque année 30 à 40 millions de dollars. Tidiane Kouache. 50 voix contre 96, les députés uruguayens ont approuvé la légalisation de la marijuana. Le texte doit encore être ratifié par le Sénat, mais autoriser la production de cannabis, c'est une première dans le monde. Le but de la légalisation est de résoudre le problème de sa procuration, d'accorder une attention à ceux qui consomment de la marijuana, de construire des standards qui permettent de protéger et d'éduquer ces personnes, d'établir un marché aux mécanismes sécurisés et qui combat les trafiquants de drogue. Le gouvernement deviendrait dès lors producteur et distributeur officiel des consommateurs de cannabis. Un organisme devrait être mis en place pour gérer les productions et veiller au respect de la loi. Mais justement, cette loi serait en contradiction avec les conventions internationales. Le cannabis est repris comme stupéfiant placé sous le contrôle international de l'ONU. Ils ont d'ores et déjà demandé à l'Uruguay de revoir sa copie. Les États-Unis
Somalie, pays où la drogue est fortement prohibée, n'a pas encore réagi. Nul doute qu'ils le feront. Une grande partie de la drogue qui circule sur leur territoire provient d'Amérique latine. Un cactus aux propriétés hallucinogènes, et oui, il en existe en abondance même au centre du Mexique, dans le désert de Huirucuta. Les Amérindiens Huichols s'en raffolent, même s'il est interdit à la cueillette. Ce cactus a de quoi attirer les touristes du monde entier en quête d'aventures mystiques. Mehdi Lebouachera. C'est un voyage très particulier que ce groupe d'amis a décidé d'entreprendre. Un voyage à travers des montagnes escarpées et des plaines arides. Plusieurs heures de voiture et de marche pour se retrouver ici, dans le désert du Huirucuta. À perte de vue, des paysages à couper le souffle. Et au milieu des ronces, chacun en quête d'une plante très spéciale. Cette plante, c'est le peyote, un cactus au pouvoir hallucinogène. C'est quelque chose de très mystique. Les gens d'ici l'utilisaient pour faire un voyage avec leur dieu. Depuis des siècles, les Indiens Huichol viennent en pèlerinage dans cette plaine où, selon eux, le monde a été créé. Le peyote, une plante sacrée dans leur mythologie qui leur permet d'entrer en contact avec Tatawari, le dieu du feu, et Tayopa, le dieu soleil. Les touristes attendent de lui une expérience plus personnelle. C'est un voyage intérieur. Quand je vais avoir terminé de le manger, je crois que je vais commencer à réfléchir. Je vais penser plus fort, je vais partir. Oui, je vais partir. Ce genre de voyage mystique, José Luis les connaît bien. Dans la région, on l'appelle le seigneur du désert. Il a vécu toute sa vie ici. Parfois, dit-il, la réaction au cactus peut être violente, avec de très fortes hallucinations. Et aussi un état de transe qui peut durer plus longtemps que la normale. Si quelqu'un a fait du mal, la plante va le punir. Des fois, je dois aider ces gens-là. Je vais les chercher, je prends soin d'eux. Parce que si je les laisse tout seuls, ils peuvent rester perdus dans leurs hallucinations, même si elles ne sont pas réellement terminées. La région est désormais célèbre dans le monde entier pour le peyote, même s'il est interdit à la cueillette. Le maire de Real de 14 voudrait bien que l'image de sa commune change un peu. Oui, nous avons cette image, mais nous voudrions dire à tout le monde que Real de 14, ce n'est pas le peyote. C'est un village, une histoire, une origine, c'est un village minier. De là vient sa grandeur, sa fortune et ses grandes infrastructures. Dans le désert de Huirucuta, en tout cas, le peyote continuera d'abonder. Et avec lui, les touristes du monde entier en quête d'aventures mystiques. Où sont les femmes? Eh bien, à Ouessant, pour le festival musicienne. Première note de piano ce dimanche. La fondatrice de cet événement, Lydia Jardon, remet ainsi à l'honneur des partitions souvent oubliées de l'histoire. Voici son portrait signé Jeanne Assouli. Lydia Jardon est une alchimiste passionnée et fougueuse. Une pianiste hors norme, électron libre de la musique classique. Le métier de soliste implique une solitude parfois qui est telle que je pense que je ne serais pas heureuse si je n'avais pas au jour d'aujourd'hui toutes ces facettes, ces palettes qui d'ailleurs m'apportent des rencontres humaines fantastiques, et il n'y a que cela qui compte, l'humain et donc l'amour à recevoir, à donner aussi. Son credo, sortir des œuvres de l'oubli et faire la part belle aux femmes. Lydia Jardon a créé le festival de musique de chambre sur l'île d'Ouessant, l'île aux femmes, la bien nommée, qui est depuis longtemps un rendez-vous incontournable. D'une île à l'autre, elle découvre la Guadeloupe, en tombe amoureuse et y crée en 2012 un festival de musiciennes éclectiques, audacieux qui lui ressemble. L'univers de la musique russe convient à son ardeur. Elle aime les défis. Le dernier, L'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky. 2 années de travail pour en venir à bout. Fondatrice de 2 festivals, d'un label de disques classique exigeant, cette femme vit plusieurs vies en une seule.
Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de votre attention. Restez avec nous. Vos programmes continuent sur TV5 Monde.